Lorsque la PDG Miranda Walsh a licencié Marcus Rivera, un concierge aimable, pour avoir été trop amical avec les employés, elle ne s'attendait pas à ce que sa propre mère regarde les images de vidéosurveillance qui révéleraient la véritable raison derrière sa décision cruelle. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, nous avons une histoire très spéciale à vous raconter. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Nous aimerions aussi connaître votre histoire. Les néons émettaient leur bourdonnement familier, tandis que Marcus Rivera poussait son chariot dans le couloir vide du 32e étage, les roues grinçant doucement sur le marbre poli qui reflétait les lumières de la ville, filtrant à travers les baies vitrées. Il était un peu plus de minuit, et Walsh Industries s'était installé dans le rythme tranquille que Marcus avait appris à aimer au cours des 18 derniers mois. Le genre de paix qui ne s'installait que lorsque les cadres étaient rentrés chez eux dans leur demeure de banlieue, et que le bâtiment appartenait aux travailleurs de nuit qui faisaient tourner la machine de l'entreprise. Marcus se déplaçait avec l'efficacité de quelqu'un qui avait mémorisé chaque recoin, chaque tâche, chaque surface nécessitant une attention particulière. Son uniforme gris était repassé et propre, le logo de l'entreprise était soigneusement brodé au-dessus de sa poche gauche et ses bottes de travail ne faisaient qu'un léger bruit sur le sol. Il avait 42 ans, les mains calleuses et le regard bienveillant. Le genre d'homme qui remarquait quand la cafetière du 3e étage était presque vide ou quand quelqu'un avait travaillé si tard qu'il avait oublié de dîner. À sa hanche, son téléphone vibra, signalant un SMS de son voisin. « Tommy dort. Il a très bien réussi ses devoirs de maths. Il a hâte de te les montrer demain matin. » Marcus sourit, son expression adoucissant les rides d'inquiétude qui s'étaient creusées autour de ses yeux depuis la mort de Maria, 2 ans auparavant. Tommy, 7 ans, était désormais tout pour lui, la raison pour laquelle il avait accepté ce travail. Même s'il avait un diplôme en commerce, qui prenait la poussière dans un cadre chez lui, l'assurance était bonne. Les horaires lui permettaient d'être là quand Tommy se réveillait pour aller à l'école, et l'immeuble était suffisamment calme pour qu'il puisse réfléchir, se souvenir du rire de Maria sans que le monde ne défile à toute vitesse devant lui comme un train de marchandises. L'ascenseur sonna doucement en arrivant au 34e étage, et Marcus sortit dans la suite exécutive. Les murs étaient recouverts d'un autre type de boiserie polie, d'œuvres d'art abstrait, qui coûtaient probablement plus cher que son salaire annuel, et d'une moquette si épaisse qu'elle étouffait les bruits. C'était beau, d'une manière froide, comme une exposition dans un musée où il semblait interdit de toucher quoi que ce soit. En tournant au coin vers la salle de conférence, Marcus aperçut une lumière qui brillait encore dans l'un des bureaux d'angle. À travers les parois vitrées, il pouvait voir Sarah Chen penchée sur son ordinateur portable, ses cheveux noirs tombant comme un rideau autour de son visage. Elle était là depuis que Marcus avait pris son service à 23 heures, ce qui signifiait qu'elle travaillait depuis au moins 13 heures d'affilée. Marcus hésita, puis frappa doucement au cadre de la porte. Sarah leva les yeux, clignant des paupières, comme quelqu'un qui remonte à la surface après avoir plongé en eau profonde. « Oh, bonjour Marcus », dit-elle en se frottant les yeux avec la paume de ses mains. « Je n'avais pas réalisé qu'il était si tard. Il est minuit passé, » dit-il doucement en entrant dans la pièce. « Tu es là depuis ce matin ?» Elle acquiesça d'un signe de tête, montrant d'un geste impuissant les feuilles de calcul qui brillaient sur son écran. Les projections trimestrielles. Elles doivent être rendues demain matin et les chiffres ne correspondent pas. Marcus remarqua la tasse de café vide à côté de son clavier, l'emballage d'une barre granola qu'elle avait probablement mangée il y a plusieurs heures, la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur, comme si elle essayait de se fondre dans son travail. Il avait déjà vu cela chez les jeunes cadres qui se tuaient à la tâche pour prouver qu'ils avaient leur place dans un endroit qui broyait les gens et oubliait leur nom. « Tu veux que je t'apporte un café frais ?» demanda-t-il. J'allais de toute façon en préparer pour l'équipe de sécurité. Le visage de Sarah s'illumina d'une sincère gratitude. Ce serait formidable. Merci. Noir, ça ira très bien. Vous êtes sûr ? J'ai remarqué que vous gardiez ces crèmes aromatisées dans le réfrigérateur de la salle de pause. Elle eut l'air surprise qu'il l'ait remarqué. Vanille française, si ça ne vous dérange pas. Je sais que c'est ridicule, mais ça rend le café moins fort. Marcus rit. Il n'y a rien de ridicule là-dedans. Ma femme disait toujours, boire un café sans crème, c'est comme regarder le coucher de soleil avec des lunettes de soleil. On rate tout ce qu'il y a de beau. Lorsqu'il revint 10 minutes plus tard avec une tasse fumante, Sarah fixait son écran avec le regard vitreux de quelqu'un qui a regardé des chiffres si longtemps qu'ils ont commencé à se confondre. « Tiens », dit Marcus en posant délicatement le café à côté de son ordinateur portable. La céramique était chaude sous ses doigts,
et il avait ajouté juste assez de crème pour donner au café la couleur brun doré que Sarah préférait. « Tu me sauves la vie », dit-elle en enroulant ses mains autour de la tasse. « Je ne sais pas comment tu fais pour te souvenir des préférences de chacun en matière de café, de la même manière que tu te souviens de tous ces chiffres, » répondit Marcus, en m'entraînant et en étant attentif. Sarah prit une gorgée et ferma les yeux. « C'est parfait. Comment as-tu fait ?» Elle marqua une pause, le regardant avec un mélange de curiosité et de quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Marcus, je peux te poser une question ?» Il acquiesça. « Pourquoi es-tu toujours si gentil avec tout le monde ? Je veux dire, ce n'est pas une mauvaise chose, mais la plupart des gens ici… » Elle s'interrompit, faisant un geste vague vers le bureau immaculé qui les entourait. Marcus s'appuya contre le cadre de la porte, réfléchissant à la manière de répondre sans donner l'impression de se plaindre. « Mon fils m'a demandé un jour pourquoi certaines personnes étaient méchantes et d'autres gentilles. Je lui ai répondu que les méchants avaient peut-être simplement oublié que tout le monde luttait contre quelque chose et qu'ils avaient peut-être besoin que quelqu'un leur rappelle qu'ils n'étaient pas seuls. Votre fils a l'air intelligent, parfois même trop intelligent pour son propre bien. » L'expression de Marcus s'adoucit, mais il a le cœur de sa mère, donc je pense qu'il s'en sortira très bien. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui poussa Sarah à le regarder de plus près. Mais Marcus avait déjà commencé à reculer vers le couloir. « Tu as besoin d'autre chose ? N'hésite pas à m'appeler. Et Sarah, ne reste pas trop longtemps. Ces chiffres seront toujours là demain matin. Mais tu n'as qu'un seul corps pour te porter tout au long de ta vie. » Alors qu'il disparaissait dans le couloir, Sarah se surprit à le suivre du regard, se demandant quand elle avait eu pour la dernière fois une conversation avec quelqu'un qui semblait la considérer comme autre chose qu'une unité de productivité. 3 étages plus bas, Marcus rencontra David Kim, qui était affalé sur 2 chaises dans la salle de pause, son ordinateur portable posé sur les genoux et les cernes sous les yeux, qui suggérait qu'il avait consommé des boissons énergisantes à outrance pendant toute la semaine. « Migration de serveurs ?» demanda Marcus, reconnaissant le type particulier d'épuisement qui accompagnait la lutte contre la technologie. David leva les yeux, surpris. « Oui, comment as-tu fait ? Peu importe. Bien sûr, tu vois probablement plus que quiconque ce qui se passe dans ce bâtiment. Ça fait partie du boulot, » répondit Marcus en se dirigeant vers la machine à café. « Tu manges autre chose que les snacks du distributeur automatique ? » « Défini manger, » répondit David avec un sourire narquois. Marcus ouvrit le petit réfrigérateur qu'il remplissait de ses propres provisions, sandwichs, fruits, restes occasionnels du dîner du dimanche. Il en sortit un récipient de soupe maison qu'il avait apporté pour son propre déjeuner. « Tiens, » dit-il en le mettant au micro-ondes. « La recette de poulet et riz de Maria. Ça ne résoudra pas tes problèmes de serveur, mais ça t'empêchera de t'évanouir la tête la première sur ton clavier. » David cligna des yeux, surpris. « Je ne peux pas accepter ton déjeuner. J'ai déjà mangé. » Marcus mentit sans sourciller. « De toute façon, mon fils m'a fait promettre de partager la cuisine de Maria avec les gens qui en ont besoin. Il dit que c'est ce qu'elle aurait voulu. » Lorsque le micro-ondes sonna, Marcus tendit le récipient chaud accompagné d'une cuillère en plastique. David prit une bouchée et écarquilla les yeux. « C'est incroyable. Votre femme devait être une cuisinière hors pair. » Le sourire de Marcus vacilla légèrement. « Elle est décédée il y a quelques années ?» Le silence qui suivit était chargé d'une gêne qui survient lorsque quelqu'un réalise qu'il a mis les pieds dans le plat. Mais Marcus ne semblait pas offensé, juste triste, d'une manière discrète qui suggérait qu'il avait appris à porter son chagrin comme un poids familier. « Je suis désolé, » dit David. « Je ne savais pas. Tu n'avais aucune raison de le savoir, mais merci. » Marcus commença à essuyer les comptoirs déjà propres, ses mouvements automatiques. Elle disait souvent « La nourriture était un amour que l'on pouvait goûter. » Et l'amour était la seule chose qui se multipliait quand on le partageait. David mangea en silence, pensif, pendant un moment, avant de demander « Comment fais-tu pour rester si positif ? Je veux dire, après avoir perdu quelqu'un comme ça ?» Marcus s'interrompit dans son nettoyage pour réfléchir à la question. « Certains jours, j'y arrive. Certains jours, j'arrive à peine à sortir du lit. Encore moins à sourire aux gens. Mais Tommy m'observe, tu sais. Il apprend à devenir un homme en regardant ce que je fais. Et je veux qu'il voie quelqu'un qui choisit la gentillesse même quand le monde lui donne toutes les raisons de ne pas le faire. C'est un sacré héritage à laisser à un enfant. »« Le seul qui compte, » répondit Marcus. Lorsque Marcus eut terminé sa ronde, il était près de 3 heures du matin et le bâtiment était plongé dans le sommeil le plus profond. Il était retourné voir Sarah à 2 reprises, finissant par la convaincre de rentrer chez elle en lui promettant de lui laisser une tasse de café frais et un mot d'encouragement sur son bureau avant son arrivée le lendemain matin.
Il avait aidé David à transporter du matériel dans la salle des serveurs. Il avait écouté Janet, de la comptabilité, parler des candidatures de sa fille à l'université et avait réparé un évier bouché dans les toilettes des femmes au 15e étage, car le service d'entretien ne viendrait pas avant lundi. Marcus s'installa dans la petite salle de pause réservée au personnel d'entretien et se permit enfin de s'asseoir. Il avait mal au dos à force de pousser le chariot dans tout le bâtiment et ses pieds le brûlaient dans ses bottes de travail. Il sortit son téléphone et fit défiler les photos que Tommy lui avait envoyées plus tôt, des photos d'un vaisseau spatial Lego qu'ils avaient construit ensemble. Un dessin d'eux deux en train de pêcher au bord du lac où ils avaient dispersé les cendres de Maria. Il était tellement absorbé par les images qu'il n'entendit pas les portes de l'ascenseur s'ouvrir à son étage. Il ne remarqua pas le cliquetis des talons hauts et coûteux sur le marbre jusqu'à ce qu'une voix rompe le silence comme une lame. « Excusez-moi ». Marcus leva les yeux et vit Miranda Walsh debout dans l'embrasure de la porte de la salle de pause. Son tailleur parfaitement ajusté était impeccable malgré l'heure tardive, ses cheveux blonds platine étaient tirés en arrière dans un style qui coûtait probablement plus cher que ce que Marcus gagnait en une semaine. À 45 ans, elle avait une beauté saisissante qui semblait conçue pour intimider. Des lignes nettes et des contours froids. Ses yeux bleus pâles le balayèrent avec l'évaluation clinique de quelqu'un qui catalogue un inventaire. Marcus se leva rapidement, lissant sa chemise d'uniforme. « Mademoiselle Walsh, je ne vous attendais pas. Vous avez besoin de quelque chose ? Je dois vous parler de votre comportement, dit-elle en entrant dans la salle de pause. L'espace semblait rétrécir autour d'elle, les lumières fluorescentes se reflétant sur la montre en argent à son poignet. Asseyez-vous, je vous prie. Marcus resta debout, indécis. Au cours des 18 mois qu'il avait passés chez Walsh Industries, il avait probablement échangé moins de 50 mots avec la PDG. C'était une figure qui existait dans les salles de réunion et les bureaux d'angle. Quelqu'un qui s'adressait aux employés par le biais d'emails soigneusement rédigés et de discours trimestriels qui ressemblaient davantage à des briefings militaires qu'à des conversations. « Y a-t-il un problème avec mon travail ?» demanda-t-il prudemment. L'expression de Miranda ne changea pas, mais quelque chose clignota derrière ses yeux. Peut-être de l'impatience. « Vos performances professionnelles sont satisfaisantes. Votre comportement, en revanche, est préoccupant. » Marcus sentit son estomac se nouer. « Je ne comprends pas. J'ai observé vos interactions avec mes employés, » poursuivit-elle d'une voix sèche et précise. « Vous semblez avoir oublié que vous êtes ici pour nettoyer les bureaux, pas pour jouer au psychologue ou à l'assistant social. » Ces mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Il repensa au sourire reconnaissant de Sarah lorsqu'il lui avait apporté son café, à David mangeant la soupe de Maria tout en se débattant avec la configuration du serveur, à tous ces petits moments de connexion humaine qui avaient rendu ce travail supportable. « J'essaie simplement d'être utile, » dit-il doucement. « Utile ?» Le rire de Miranda fut sec et sans humour. « Vous perturbez la productivité. Les employés passent leur temps à discuter avec vous au lieu de se concentrer sur leurs responsabilités. Ils en viennent à dépendre de vous pour des choses qui n'ont rien à voir avec votre description de poste. » Marcus la fixa du regard, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. « Les gens travaillent mieux quand ils se sentent pris en considération. Je pensais, vous vous trompiez. » Miranda l'interrompit. « C'est une entreprise, monsieur Rivera, pas un centre communautaire. Nous ne vous payons pas pour vous faire des amis ou donner des conseils de vie. Nous vous payons pour vider les poubelles et nettoyer les sols. » La cruauté désinvolte dans sa voix serra le cœur de Marcus. Il pensa à Tommy qui dormait paisiblement chez lui, au loyer à payer dans 2 semaines, à l'assurance maladie qui couvrait les médicaments contre l'asthme de son fils. Il pensa à la voix de Maria qui lui disait de choisir la gentillesse, toujours la gentillesse, même quand cela faisait mal. « Je comprends », dit-il, les mots lui serrant la gorge. « Je respecterai davantage les limites professionnelles. » Mais Miranda secouait déjà la tête. « J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour cela. Vous avez créé un environnement dans lequel les employés attendent un niveau d'attention personnelle inapproprié pour votre poste. Cela affecte la culture que j'essaie de mettre en place ici. » Marcus sentit le monde basculer sous ses pieds. « Mademoiselle Walsh, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. J'ai un fils. C'est exactement pour cela que vous auriez dû faire plus attention à respecter les normes professionnelles, » dit-elle froidement. « Je vous licencie avec effet immédiat. Vous recevrez 2 semaines d'indemnité de licenciement et vos avantages sociaux seront maintenus jusqu'à la fin du mois. » Ces mots résonnèrent dans la petite salle de pause comme des coups de feu. Marcus agrippa le dossier de la chaise en plastique pour se stabiliser. Son esprit passait en revue les calculs qu'il avait faits 1000 fois. Le loyer, les courses, les fournitures scolaires de Tommy, le compte d'épargne qui fondait lentement
et qui était censé servir en cas d'urgence. « Je ne comprends pas », répéta-t-il d'une voix à peine audible. « Mes évaluations ont toutes été excellentes. Je n'ai jamais manqué un jour. Je n'ai jamais reçu de plainte. »« Vous avez reçu de nombreuses plaintes », l'interrompit Miranda. « Des employés se sentant obligés d'engager des conversations personnelles alors qu'ils devraient travailler. Des préoccupations concernant des violations des limites. Des questions sur le caractère approprié de votre comportement dans un environnement de travail. » Marcus savait qu'elle mentait. Il avait vu les visages des gens s'illuminer lorsqu'ils se souvenaient de leur nom. Le soulagement dans leur voix lorsque quelqu'un leur demandait enfin s'ils allaient bien. Mais il savait aussi que la contredire ne ferait qu'empirer les choses. Et il ne pouvait pas se permettre que les choses empirent. « Quand dois-je partir ?» demanda-t-il, détestant le ton vaincu de sa propre voix. « Ce soir, la sécurité vous raccompagnera une fois que vous aurez récupéré vos effets personnels. » Marcus acquiesça lentement, la gorge trop serrée pour parler. Il pensa à appeler son voisin pour prendre des nouvelles de Tommy, mais il était 3 heures du matin et le garçon dormait paisiblement, rêvant de vaisseaux spatiaux, de parties de pêche et d'un avenir qui semblait soudain beaucoup moins certain. « Puis-je » commença-t-il, puis il s'interrompit, déglutissant péniblement. « Puis-je finir de nettoyer le 34e étage ? Sarah travaille tard et je lui ai promis une tasse de café frais le matin. » L'expression de Miranda ne s'adoucit pas. Le superviseur de nuit s'occupera des tâches restantes. Vous n'êtes plus un employé de cette entreprise. Elle se retourna et s'éloigna sans un mot, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours, laissant Marcus seul dans la salle de pause, avec le bourdonnement des néons au-dessus de sa tête et le poids du monde qui pesait sur ses épaules. Marcus s'assit lourdement sur la chaise en plastique, les mains légèrement tremblantes, et sortit son téléphone. Il fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro de ses voisins, puis s'arrêta. Que leur dirait-il? Qu'il avait été licencié pour avoir été trop gentil? Qu'il avait perdu leur stabilité parce qu'il se souciait trop de personnes qui ne remarqueraient probablement même pas son départ? Au lieu de cela, il fixa la photo sur l'écran de verrouillage où son fils souriait à la caméra, les dents écartées, portant la ceinture à outils que Marcus lui avait achetée pour son 7e anniversaire. « Je serai comme toi, papa », avait-il dit. Et Marcus avait senti son cœur se gonfler de fierté et de terreur à parts égales. Assis dans une salle de pause vide à 3 heures du matin, alors que sa vie s'écroulait autour de lui, Marcus se demandait comment son fils le percevrait lorsqu'il devrait lui expliquer pourquoi il devait déménager dans un appartement plus petit, pourquoi il devait acheter des céréales génériques au lieu de celles avec des personnages de dessins animés sur la boîte, pourquoi les rêves mouraient parfois non pas dans un grand fracas, mais dans le cliquetis discret de talons hauts qui s'éloignaient. Le gardien de sécurité qui arriva 15 minutes plus tard était désolé, mais ferme. Marcus emballait ses quelques effets personnels, une photo de Tommy et Maria, une tasse à café que son fils avait fabriquée en cours d'arts plastiques, la petite trousse de premier secours qu'il avait commencé à garder dans son chariot après que trop de travailleurs de nuit se soient coupés avec du papier ou des agrafeuses. Tout tenait dans un seul carton qui semblait incroyablement léger pour représenter 18 mois de sa vie. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, Marcus aperçut le bureau de Sarah. La lumière était éteinte, elle était enfin rentrée chez elle, mais il pouvait voir la tasse de café vide posée à côté de son ordinateur, celle qu'il avait remplie avec soin et servie avec gentillesse. Demain, elle viendrait s'attendant à trouver une tasse fraîchement remplie et un mot d'encouragement, mais elle ne trouverait rien. Quelqu'un d'autre viderait sa poubelle et passerait l'aspirateur, mais personne ne lui demanderait si elle avait dîné, ni ne se souviendrait qu'elle aimait la crème à la vanille française. L'ascenseur descendit en silence, et Marcus regarda les étages défiler comme un compte à rebours vers un avenir incertain. Lorsqu'ils arrivèrent dans le hall, le gardien de sécurité l'accompagna jusqu'à la réception où il dut rendre son badge d'identité et sa carte clé. La réceptionniste de nuit, une femme avec laquelle il avait discuté des centaines de fois des matchs de baseball de son petit-fils, évitait son regard. Dehors, la ville était encore plongée dans l'obscurité, les lampadaires projetant de longues ombres sur les trottoirs vides. Marcus s'assit dans sa Honda Civic vieille de 10 ans, la boîte en carton sur le siège passager, et se laissa enfin aller à pleurer. Non pas pour son travail, qui pouvait être remplacé, mais pour les liens rompus, la confiance brisée, la leçon que son fils allait devoir apprendre sur un monde qui punissait la gentillesse et récompensait l'efficacité froide. Il pensa à Maria, à la façon dont elle lui avait tenu la main pendant ces dernières semaines et lui avait fait promettre de ne jamais laisser le monde le rendre amer. « Soit le bien que Tommy voit », lui avait-elle murmuré, « soit la raison pour laquelle il croit en les gens. » En rentrant chez lui dans les rues désertes,
Marcus se demanda comment expliquer à un garçon de 7 ans que parfois être bon ne suffisait pas, que parfois le monde récompensait la cruauté et punissait la compassion, que parfois faire ce qui était juste avait un prix trop élevé à payer, mais trop important pour être évité. L'appartement était calme lorsqu'il s'y glissa. Il passa sur la pointe des pieds devant la chambre de Tommy, où son fils dormait, entouré de vaisseaux spatiaux Lego et de dessins de super-héros. Marcus resta longtemps debout dans l'embrasure de la porte, observant la poitrine de Tommy qui se soulevait et s'abaissait régulièrement, et se promit en silence qu'il trouverait un moyen de préserver leur petit monde. Mais alors qu'il s'installait dans son lit, fixant le plafond tandis que l'aube envahissait le ciel, Marcus ne pouvait s'empêcher de penser que Miranda Walsh avait gagné plus qu'une simple bataille sur les limites du lieu de travail. Elle avait gagné quelque chose de fondamental concernant le type d'entreprise que Walsh Industries allait devenir. Un endroit où l'efficacité comptait plus que l'empathie, où la productivité l'emportait sur l'humanité, où des gens comme Marcus Rivera étaient sacrifiables dès lors qu'ils rappelaient à tous les autres ce que signifiait être humain. Eleanor Walsh parcourait les couloirs vides de Walsh Industries comme un fantôme revisitant les scènes d'une vie qu'elle avait construite de ses propres mains. À 72 ans, elle était toujours aussi vive d'esprit. Ses cheveux argentés étaient coiffés en arrière, dans le même style sobre qu'elle arborait depuis 40 ans. Elle se tenait droite malgré l'arthrite qui lui faisait souffrir les doigts les matins froids. Il était presque minuit, un jeudi soir, et le bâtiment bourdonnait de l'énergie tranquille des travailleurs de nuit, des gens dont elle connaissait autrefois le nom. À l'époque, l'entreprise était suffisamment petite pour qu'elle puisse parcourir tous les étages et se souvenir de tous les visages. Ces jours-là semblaient remonter à une éternité. Aujourd'hui, Walsh Industries occupait 12 étages d'un immeuble prestigieux du centre-ville, employait plus de 800 personnes et générait des bénéfices trimestriels qui auraient semblé impossibles lorsqu'elle avait créé l'entreprise dans son garage, avec pour seule ressource sa détermination et un prêt de 50 000 $ provenant de l'assurance vie de son père. Elle aurait dû être fière. La plupart du temps, elle l'était. Mais ce soir-là, en passant devant l'efficacité stérile que sa fille avait imposée à chaque recoin de leur empire, Eleanor ressentit quelque chose qui s'apparentait davantage à de l'inquiétude. Elle utilisa son passe-partout pour entrer dans le bureau d'angle de Miranda, un espace qui avait été le sien avant qu'elle ne démissionne de son poste de PDG 5 ans auparavant. Sur le papier, la transition s'était faite en douceur. Miranda avait un MBA de Wharton, une expérience dans 3 entreprises du Fortune 500, et le genre d'intelligence impitoyable que les analystes de Wall Street louaient dans leurs rapports trimestriels. Mais le bureau semblait différent maintenant, plus froid en quelque sorte. Toutes les surfaces étaient dures et les angles vifs, là où Eleanor avait autrefois conservé des photos de famille et une cafetière toujours prête pour les visiteurs inattendus. Eleanor s'installa dans le fauteuil en cuir derrière le bureau de Miranda et ouvrit son ordinateur portable, accédant au système de messagerie interne de l'entreprise. Elle avait entendu parler du licenciement du concierge par le biais des rumeurs qui circulaient rapidement dans un bâtiment de cette taille, surtout lorsqu'il s'agissait d'une personne très appréciée. Marcus Rivera, c'était son nom. Eleanor se souvenait vaguement l'avoir rencontré 1 ou 2 fois lors de ses visites tardives. C'était un homme calme, au regard bienveillant, qu'il avait toujours salué avec respect, sans la flagornerie obséquieuse dont faisaient preuve la plupart des employés qui la reconnaissaient. Le rapport de licenciement était bref et clinique. L'employé a fait preuve d'un comportement non professionnel incompatible avec les normes de l'entreprise. Plusieurs plaintes ont été déposées concernant des violations des limites et une perturbation de la productivité sur le lieu de travail. Il était signé par Miranda et contresigné par les ressources humaines. Toutes les procédures appropriées avaient été suivies à la lettre. Eleanor fronça les sourcils devant l'écran. Au cours de ses 40 années à la tête de cette entreprise, elle avait licencié exactement 11 personnes, chacune d'entre elles après avoir épuisé toutes les autres options possibles, avertissements, conseils et toutes les chances possibles de rédemption. Elle se souvenait de leurs noms, de leurs visages, des conversations qui avaient conduit à ces décisions difficiles. Elle avait bâti Walsh Industries sur le principe que les personnes étaient le plus grand atout de l'entreprise et non son plus grand handicap. Elle ouvrit le dossier professionnel de Marcus Rivera. 18 mois d'assiduité parfaite, des évaluations de performance exemplaires, aucun incident signalé jusqu'à cette semaine. Les notes de son supérieur décrivaient quelqu'un qui allait au-delà de ses obligations, qui travaillait efficacement et sans se plaindre, qui avait gagné le respect de ses collègues dans tous les services. Quelque chose ne collait pas.
Eleanor ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville qui scintillaient comme des diamants éparpillés dans l'obscurité. Elle avait bâti cette entreprise en se fiant à son instinct, et à ce moment-là, son instinct lui criait qu'elle passait à côté de quelque chose d'important. Le licenciement semblait précipité, personnel, d'une manière qui n'aurait pas dû être le cas pour une décision professionnelle. Elle prit une décision qui aurait semblé paranoïaque à n'importe qui d'autre, mais qui semblait tout à fait raisonnable à une femme qui avait appris à tout remettre en question. Elle allait visionner les images de vidéosurveillance. Le bureau de sécurité était niché au 2e étage, une pièce exiguë remplie de moniteurs et d'équipements d'enregistrement qu'Eleanor avait approuvé l'achat, mais où elle ne s'était jamais rendue. Elle utilisa son code d'accès principal pour entrer, reconnaissante de la prévoyance qui l'avait amenée à conserver une autorisation universelle, même après avoir quitté son poste de PDG. Le système était plus sophistiqué qu'elle ne l'avait imaginé, avec des caméras couvrant tous les couloirs, ascenseurs et espaces communs du bâtiment. Elle visionna les images de la semaine précédente, en commençant par le lundi soir, lorsque Marcus avait pris son service. L'horodatage indiquait 23h47, lorsqu'elle vit une silhouette vêtue d'une combinaison grise pousser un chariot de nettoyage hors de l'ascenseur de service au 15e étage. Même sur ces images granuleuses en noir et blanc, Eleanor pouvait voir la détermination dans les mouvements de Marcus, l'économie de gestes qui trahissait quelqu'un fier de son travail. Elle passa rapidement les tâches de nettoyage habituelles, le vidage des poubelles, l'aspiration des tapis, le réapprovisionnement des placards à fournitures. Rien qui semblait le moins du monde non professionnel ou inapproprié. Puis, à 00h23, Marcus rencontra Janet Morrison, de la comptabilité, qui était penchée sur son bureau, la tête entre les mains. Eleanor se pencha en avant, observant Marcus s'approcher prudemment, vérifiant clairement si Janet allait bien. La conversation fut brève. Janet secoua la tête. Marcus a hoché la tête et a disparu de la caméra pendant plusieurs minutes avant de revenir avec ce qui semblait être une bouteille d'eau et une collation. Eleanor est passée à la vidéo de mardi soir. Cette fois, Marcus se trouvait au 34e étage lorsqu'il s'est arrêté devant un bureau où un jeune homme était affalé sur son ordinateur portable, apparemment endormi à son bureau. Marcus a frappé doucement au cadre de la porte, réveillant l'employé, David Kim. Eleanor comprit et il y eut un bref échange avant que Marcus ne parte et revienne avec un oreiller et une couverture légère qu'il drapa soigneusement sur les épaules de David avant de tamiser les lumières du bureau. Les images de mercredi montraient Marcus dans la salle de pause avec Sarah Chen, qui mangeait ce qui semblait être de la soupe, tandis que Marcus essuyait les comptoirs à proximité. Leur langage corporel suggérait une conversation détendue, le genre d'interaction informelle qu'Eleanor avait autrefois encouragée dans toute l'entreprise. Sarah souriait vraiment, ce qu'Eleanor n'avait pas vu depuis des mois chez la jeune analyste habituellement stressée. C'est jeudi soir que tout s'est effondré. Eleanor regardait l'heure approcher 3h du matin. Alors que Marcus terminait sa ronde et s'installait dans la salle de pause des agents d'entretien, elle vit Miranda arriver sur l'écran de sécurité, ses talons claquant sur le marbre alors qu'elle se dirigeait vers l'étage des agents d'entretien. La conversation fut brève, moins de 10 minutes, mais Eleanor put voir la façon dont la posture de Marcus changea, la façon dont ses épaules s'affaissèrent lorsque Miranda lui annonça une nouvelle clairement dévastatrice. Ce qui s'est passé ensuite a serré le cœur d'Eleanor d'un sentiment proche du chagrin. Après le départ de Miranda, Marcus est resté assis seul dans la salle de pause pendant près de 20 minutes, la tête entre les mains. Lorsqu'il s'est enfin levé, ses mouvements étaient mécaniques, abattus. Eleanor l'a regardé ranger ses quelques effets personnels dans un carton, les mains légèrement tremblantes alors qu'il manipulait une photo encadrée trop petite pour qu'elle puisse la distinguer clairement. Mais c'est ce qui s'est passé avant l'arrivée du gardien de sécurité qui a complètement brisé le cœur d'Eleanor. Marcus s'est dirigé vers la petite pièce sans fenêtre où étaient entreposés les produits d'entretien et a fermé la porte derrière lui. La caméra ne pouvait pas voir à l'intérieur, mais Eleanor pouvait voir sa silhouette à travers le panneau de verre dépoli. Et pendant plusieurs longues minutes, elle a regardé ses épaules trembler sous l'effet de ce qui ne pouvait être que des sanglots silencieux. Eleanor s'est adossée à sa chaise, fixant l'image figée sur l'écran. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui avait manqué de professionnalisme ou qui s'était comporté de manière inappropriée. C'était le comportement d'un homme dont le monde venait de s'écrouler autour de lui. Quelqu'un qui avait été pris au dépourvu par une décision qui n'avait aucun sens d'après ce qu'elle avait observé.
Elle rembobina la vidéo jusqu'au début de la semaine et la regarda à nouveau, en prêtant cette fois-ci davantage attention aux interactions que Miranda avait qualifiées de problématiques. Ce qu'elle vit alors fut une véritable leçon de gentillesse humaine, de petits gestes de compassion qui ne coûtaient rien mais signifiaient tout pour ceux qui les recevaient. Marcus apportant du café à quelqu'un qui travaillait tard. Marcus écoutant avec une attention sincère les problèmes d'un collègue. Marcus partageant son déjeuner avec quelqu'un qui avait clairement oublié de manger. Marcus restant après son service pour aider à accomplir des tâches qui ne relevaient pas de sa responsabilité. Non pas parce qu'il était payé pour le faire, mais parce que cela devait être fait et qu'il était là pour le faire. Eleanor avait bâti Walsh Industries exactement sur ces principes, à savoir que les affaires reposaient fondamentalement sur les personnes, que le succès ne venait pas de l'exploitation maximale de la productivité des ressources humaines, mais de la création d'un environnement où les gens se sentaient valorisés, soutenus et pris en charge. Elle croyait que la culture d'une entreprise n'était pas déterminée par sa mission ou son règlement intérieur, mais par les milliers de petites interactions qui se produisaient chaque jour entre des êtres humains qui choisissaient de se considérer comme plus que de simples fonctions et titres. En observant Marcus travailler, Eleanor voyait tout ce qu'elle avait essayé d'inculquer à l'entreprise qu'elle avait bâtie à partir de rien. Et en voyant Miranda le licencier pour cette raison, elle voyait tout ce qui avait mal tourné depuis qu'elle avait quitté ses fonctions. Eleanor consulta le dossier de Miranda, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant, bien qu'elle y ait accès. Ce qu'elle y découvrit était inquiétant. Le taux de rotation du personnel sous la responsabilité directe de Miranda était 3 fois supérieur à la moyenne de l'entreprise. Les commentaires des entretiens de départ mentionnaient systématiquement un environnement de travail hostile, un manque d'empathie et des attentes irréalistes. Les scores de satisfaction des employés avaient chuté de 23% depuis que Miranda avait pris la direction, et les enquêtes internes sur la culture d'entreprise révélaient que le personnel se sentait de plus en plus déconnecté et sous-estimé. L'ironie était dévastatrice. Miranda avait augmenté les bénéfices de 15%, amélioré les taux d'efficacité dans tous les départements et gagné les éloges des analystes du secteur pour son approche de gestion rationalisée. Mais elle y était parvenue en démantelant systématiquement tout ce qui faisait de Walsh Industries un lieu où les gens avaient envie de travailler. Eleanor repensa à son propre parcours dans la création de cette entreprise, aux longues nuits où elle apportait personnellement des sandwichs aux employés qui faisaient des heures supplémentaires, les primes de Noël qu'elle avait réussi à rassembler pendant les années difficiles, les pique-niques d'entreprise où les cadres et les concierges jouaient ensemble au softball et où personne ne se souciait des hiérarchies. Elle croyait alors, et croyait encore aujourd'hui, que traiter les gens comme des êtres humains n'était pas seulement moralement juste, mais aussi bon pour les affaires. Mais à un moment donné, cette philosophie avait été remplacée par des tableurs et des indicateurs d'efficacité, par un calcul froid qui considérait la compassion comme une faiblesse et la gentillesse comme un comportement non professionnel. Eleanor revit la vidéo une fois de plus, se concentrant sur un moment qu'elle avait failli manquer auparavant. C'était mardi soir, vers 1h30 du matin, lorsque Marcus avait rencontré Rebecca Martinez, une jeune stagiaire relativement nouvelle dans l'entreprise. Rebecca était assise seule dans la salle de pause, fixant un emballage de sandwich vide avec l'expression vide de quelqu'un qui vient de réaliser que son budget pour le dîner est épuisé avant l'arrivée de son salaire. Eleanor a vu Marcus remarquer la situation de Rebecca, disparaître pendant plusieurs minutes, puis revenir avec ce qui semblait être un repas complet, pas seulement des snacks achetés au distributeur automatique, mais ce qui ressemblait à un dîner fait maison dans un récipient réutilisable. La conversation entre eux a été brève. Marcus essayait clairement d'offrir la nourriture sans que Rebecca se sente gênée de l'accepter comme une aumône. L'horodatage indiquait que Marcus était resté 45 minutes supplémentaires ce soir-là, sans être payé, pour aider Rebecca dans un projet qui lui posait des difficultés. Si cette gentillesse vous a touché, laissez un « j'aime ». La suite de l'histoire est encore plus profonde. Eleanor pouvait les voir pencher ensemble sur des papiers. Marcus pointait parfois quelque chose du doigt ou écrivait des notes dans les marges. Quand ils se sont finalement séparés, Rebecca souriait avec ce qui semblait être un soulagement et une gratitude sincère. Eleanor a réalisé qu'elle ne pleurait pas les larmes dignes de quelqu'un ému par une histoire touchante, mais les sanglots laids et déchirants de quelqu'un confronté à une perte profonde. Elle avait passé 40 ans à construire quelque chose de beau, quelque chose qui prouvait que les affaires pouvaient être à la fois rentables et humaines. Et en 5 ans, sa fille avait transformé cette entreprise en exactement le genre de machine corporative sans âme
qu'elle avait juré qu'il ne deviendrait jamais. Elle pensait à Marcus Rivera, quelque part dans la ville, probablement allongé, éveillé, se demandant comment il allait expliquer à son fils que leur vie venait de devenir infiniment plus compliquée. Elle pensait à Sarah Chen, qui viendrait travailler demain en espérant trouver le café et les encouragements qui l'avaient aidé à traverser ses pires moments pour finalement découvrir qu'ils avaient disparu. Elle pensait à David Kim, qui travaillait jusqu'à l'épuisement sans que personne ne lui rappelle que sa santé était plus importante que les migrations de serveurs. Elle pensait à Rebecca Martinez, jeune, fauchée et en difficulté, qui avait perdu non seulement une source de repas gratuits, mais aussi la preuve que quelqu'un dans cet immeuble la considérait comme plus qu'une simple stagiaire remplaçable. Mais surtout, elle pensait à l'entreprise qu'elle avait bâtie de ses propres mains, brique par brique, gentillesse par gentillesse, et à la façon dont elle avait été systématiquement dépouillée de tout ce qui avait valu la peine de la construire au départ. Eleanor s'essuya les yeux et prit son téléphone. Il était presque 2 heures du matin, mais elle savait que Miranda serait réveillée. Elle avait hérité de l'insomnie chronique d'Eleanor, ainsi que de son sens des affaires. L'appel fut directement transféré vers la messagerie vocale. La voix claire et professionnelle de Miranda informait les appelants qu'elle n'était pas disponible, mais qu'elle répondrait au message dans un délai d'1 jour ouvrable. Eleanor ne laissa pas de message. À la place, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un email qui allait soit réparer les dégâts causés, soit détruire définitivement la relation avec sa fille. Dans tous les cas, c'était un risque qu'elle devait prendre. « Miranda », commença-t-elle, puis elle s'interrompit. Les mots lui semblaient insuffisants pour exprimer l'ampleur de ce qu'elle avait à dire. Comment dire à quelqu'un que vous aimez qu'il s'est tellement égaré qu'il est devenu méconnaissable? Comment expliquer que l'efficacité sans empathie n'est qu'une cruauté sophistiquée? Comment faire comprendre à quelqu'un que les chiffres d'un rapport trimestriel n'ont aucune valeur s'ils sont obtenus au détriment de la dignité humaine? Eleanor recommença, choisissant cette fois ses mots avec la précision minutieuse de quelqu'un qui a appris qu'un message juste transmis de manière incorrecte peut détruire des relations qui ont mis des décennies à se construire. Miranda, j'ai examiné le licenciement de Marcus Rivera et j'ai de sérieuses réserves quant à la décision et au processus qui y ont conduit. J'aimerais organiser une réunion demain pour discuter de ce que j'ai découvert et explorer les options possibles pour remédier à cette situation. Je pense qu'il y a eu un malentendu important concernant le comportement de M. Rivera et son impact sur la culture de l'entreprise. J'espère que nous pourrons résoudre cette affaire d'une manière qui reflète les valeurs sur lesquelles Walsh Industries a été fondée. Je t'aime, maman. Elle relut le message 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer », sachant que le ton prudent et professionnel masquait une rage qui aurait tout détruit si elle l'avait laissé s'exprimer. Miranda avait commis une erreur, une grave erreur. Mais elle restait la fille d'Eleanor, la femme brillante et motivée qui avait travaillé 18 heures par jour pour prouver qu'elle méritait d'hériter de l'entreprise qui portait le nom de leur famille. La question était maintenant de savoir si Miranda était prête à admettre qu'elle avait eu tort ou si elle allait persévérer dans une décision qui avait révélé quelque chose de troublant sur la dirigeante qu'elle était devenue. Eleanor rassembla ses affaires et se prépara à quitter le bureau de sécurité, mais quelque chose la fit s'arrêter à la porte. Elle retourna vers les écrans et afficha les images en direct des étages de maintenance où le remplaçant de Marcus était déjà à l'œuvre. Un jeune homme qui se déplaçait avec une efficacité mécanique, vidant les poubelles et nettoyant les sols sans jamais lever les yeux de sa tâche, ni saluer les travailleurs de nuit qu'il croisait dans les couloirs. C'était exactement ce que Miranda avait dit vouloir. Quelqu'un qui faisait son travail sans créer de lien personnel, sans se soucier des êtres humains qui l'entouraient, sans compliquer les lignes épurées de l'efficacité de l'entreprise avec des choses désordonnées comme la compassion et la gentillesse. En regardant le nouveau concierge travailler, Eleanor ressentit tout le poids de ce qui avait été perdu. Marcus n'avait pas seulement été licencié d'un emploi, c'était une façon d'être dans le monde, une philosophie qui disait que les gens comptaient plus que les marges bénéficiaires, que la véritable valeur d'une entreprise ne se mesurait pas en dollars, mais dans la dignité avec laquelle elle traitait chaque personne qui franchissait ses portes. Alors qu'elle quittait enfin le bâtiment et se dirigeait vers sa voiture à travers le parking vide, Eleanor fit une promesse à elle-même et à la mémoire de l'entreprise qu'elle avait autrefois bâtie. Elle allait régler cette situation, quoi qu'il en coûte. Marcus Rivera retrouverait son emploi. Miranda apprendrait la différence entre le leadership et la gestion. Et Walsh Industries se souviendrait de ce que signifiait être un lieu où les êtres humains étaient traités comme des êtres humains.
L'alternative, voir l'œuvre de sa vie devenir un monument à la cruauté des entreprises, était tout simplement inacceptable. Elana rentra chez elle en voiture à travers les rues tranquilles, planifiant déjà la conversation qui sauverait l'âme de sa fille ou leur coûterait à toutes les deux tout ce qu'elles avaient construit. Mais alors qu'elle s'engageait dans son allée et s'asseyait dans l'obscurité de son garage, elle réalisa que certaines batailles valaient la peine d'être menées, quel qu'en soit le prix, et que certains principes valaient la peine d'être défendus, même si cela signifiait entrer en guerre avec les personnes qu'elle aimait le plus. Demain, elle découvrirait quel genre de personne était devenue sa fille, et s'il restait suffisamment de l'héritage d'Eleanor en Miranda pour sauver ce qui restait de leur rêve commun. Eleanor arriva au bureau avant l'aube, son café refroidissant tandis qu'elle étalait le dossier d'emploi de Marcus Rivera sur son ancien bureau dans ce qui était désormais le bureau de Miranda. Le bâtiment était vide, à l'exception des agents de sécurité et de l'équipe de nettoyage de nuit, les anciens collègues de Marcus qui se déplaçaient dans les couloirs avec la même efficacité mécanique qu'elle avait observée sur les écrans la nuit précédente. L'absence de chaleur dans leurs interactions lui pesait comme un poids physique sur la poitrine. Elle avait passé les heures d'insomnie depuis qu'elle avait quitté le bureau de sécurité à réfléchir aux schémas subtils selon lesquels la culture d'une entreprise pouvait changer sans que personne ne s'en aperçoive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La réponse de Miranda à son email avait été, comme on pouvait s'y attendre, professionnelle. « Je serais ravi de discuter de l'affaire Rivera à votre convenance. Je suis convaincu que vous constaterez que le licenciement a été traité de manière appropriée et dans le meilleur intérêt de l'entreprise. » Mais Eleanor avait bâti cette entreprise en remettant en question la confiance, surtout lorsqu'elle masquait quelque chose de plus profond. Elle sortit ses lunettes de lecture et commença à examiner méthodiquement les dossiers des employés, à la recherche de l'histoire que les chiffres et les rapports ne pouvaient raconter. Ce qu'elle découvrit lui donna la nausée. Au cours des 18 derniers mois, soit à peu près la même période pendant laquelle Marcus avait travaillé pour l'entreprise, le taux de rotation du personnel dans le département des installations avait augmenté de 40%. Les entretiens de départ faisaient état d'une restructuration de la direction et de changements culturels, mais les notes des ressources humaines brossaient un tableau différent. Les employés se plaignaient d'une charge de travail accrue, d'un soutien réduit et de ce que plusieurs décrivaient comme un environnement de travail hostile où le fait de se soucier de ses collègues était considéré comme une faiblesse. 3 membres du personnel d'entretien avaient été licenciés au cours de la seule année écoulée, chacun pour des raisons remarquablement similaires: conduite non professionnelle, violation des limites et perturbation de l'efficacité du lieu de travail. Eleanor Walsh a consulté leurs dossiers personnels et leurs évaluations de performance et a constaté le même schéma que celui qu'elle avait observé chez Marcus: d'excellents résultats professionnels, des commentaires positifs de la part de ses supérieurs et un licenciement soudain pour des problèmes de comportement qui n'avaient jamais été signalés auparavant. Elle a visionné les images de vidéosurveillance datant de 6 mois et a observé Elena Vasquez, une gardienne de nuit qui avait été licenciée pour avoir trop socialisé avec les employés. Ce qu'Eleanor a vu, c'était une femme d'âge moyen qui apportait des biscuits faits maison aux employés qui travaillaient toute la nuit et qui avait le don de se souvenir des anniversaires de chacun. Le rapport de licenciement d'Elena mentionnait des plaintes concernant des cadeaux non professionnels et des relations personnelles inappropriées avec le personnel. Eleanor a fait défiler plusieurs semaines d'images, observant Elena travailler avec le même dévouement discret qu'elle avait vu chez Marcus. La femme restait tard sans compensation pour aider à réparer une fuite d'eau dans le service informatique, utiliser ses propres produits de nettoyage lorsque ceux de l'entreprise étaient épuisés en raison d'un retard budgétaire, et avait une fois passé toute sa pause à aider une jeune stagiaire à surmonter ce qui semblait être une crise de panique dans les toilettes des femmes. Le licenciement est intervenu après qu'Elena ait organisé une fête d'anniversaire improvisée pour Rebecca Martinez, la même stagiaire que Marcus avait ensuite aidée pour ses repas et ses projets. Quelqu'un s'était plaint à Miranda de l'utilisation non professionnelle du temps et des ressources de l'entreprise, et Elena avait été licenciée en moins d'1 semaine. Eleanor a trouvé des histoires similaires pour les autres employés licenciés. James Foster a été licencié pour avoir outrepassé ses fonctions après avoir créé une petite bibliothèque de prêt dans la salle de pause en utilisant des livres de sa propre collection. Maria Santos a été licenciée pour avoir créé des relations de dépendance après que les employés aient commencé à lui demander conseil sur tout, du stress au travail aux problèmes familiaux. Le schéma était clair et dévastateur. Alors, selon toi, le problème vient-il d'une obsession pour la productivité ou d'un manque d'empathie?
Donne ton avis dans les commentaires. Miranda éliminait systématiquement toute personne dont la compassion naturelle faisait paraître son propre style de leadership froid en comparaison. Eleanor a pris son téléphone et a composé le premier numéro de sa liste. Elena Vasquez a répondu à la 3e sonnerie, la voix prudente lorsque Eleanor s'est présentée. « J'espère que vous comprenez. Je ne peux pas parler de mon licenciement, » a répondu Elena avec prudence. « J'ai signé un accord de confidentialité. Je ne te pose pas de questions sur ton licenciement, » a répondu Eleanor. « Je te pose des questions sur Marcus Rivera. Je crois que tu as travaillé avec lui. » Il y a eu un long silence, puis la voix d'Elena s'est adoucie. « Marcus est un homme bien. Que lui est-il arrivé ? » « La même chose que toi, je suppose, » a répondu Eleanor. « Pouvons-nous nous rencontrer ? Je pense qu'il y a certaines choses que vous devez savoir sur les raisons réelles de votre licenciement. » Elles se sont retrouvées 1 heure plus tard dans un restaurant à 3 pâtés de maison du bâtiment Walsh Industries, le genre d'endroit où le café est servi dans de lourdes tasses en céramique et où les serveuses appellent tout le monde « chérie ». Elena avait l'air fatiguée, plus âgée que ses 53 ans, avec l'expression usée de quelqu'un qui travaille 2 fois plus pour joindre les 2 bouts depuis qu'il a perdu son emploi précédent. « J'adorais travailler là-bas », dit Elena, en remuant le sucre dans son café avec des mains couvertes de callosité, celle de quelqu'un qui avait trouvé un nouvel emploi moins bien rémunéré et plus exigeant. Ce n'était pas seulement le travail, c'était les gens. Je nettoie des bureaux depuis 25 ans et je n'ai jamais travaillé dans un endroit où les gens me considéraient comme une personne et non comme un simple élément du décor. Eleanor se pencha en avant. « Parlez-moi de Marcus. » Le visage d'Elena s'est éclairé pour la première fois depuis qu'elle s'était assise. Marcus comprenait ce que je comprenais, à savoir que les gens travaillent mieux lorsqu'ils sentent que quelqu'un se soucie d'eux. Il avait cette façon de se souvenir des choses, vous savez, pas seulement des noms, mais des choses réelles. Si l'enfant de quelqu'un était malade, s'il s'inquiétait pour une présentation ou s'il traversait un divorce. C'est exactement ce qu'un lieu de travail devrait encourager, dit Eleanor. On pourrait le croire, répondit Elena avec un rire amer. Mais apparemment, cela mettait certaines personnes mal à l'aise. J'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles les employés dépendaient trop du personnel d'entretien, que nous outrepassions nos fonctions. Puis, un jour, j'ai été convoqué aux ressources humaines et on m'a dit qu'apporter des biscuits d'anniversaire était un cadeau inapproprié et qu'écouter les problèmes des gens relevait du conseil non agréé. Eleanor sentit la colère familière monter en elle. Quelqu'un s'est-il jamais plaint directement à vous ? Jamais. Au contraire, les gens semblaient plus heureux, moins stressés. Le taux de rotation du personnel dans les services où Marcus et moi travaillions était plus faible que partout ailleurs dans le bâtiment. Elena fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais j'avais l'impression que notre humanité faisait passer quelqu'un d'autre pour mauvais en comparaison. Après le départ d'Elena pour son nouveau travail de nettoyage de bureau dans une société de gestion immobilière qui payait le salaire minimum et n'offrait aucun avantage social, Eleanor resta assise dans le restaurant pendant 1 heure supplémentaire, passant des coups de fil et suivant des pistes qui brossaient un tableau de plus en plus inquiétant de la philosophie de leadership de sa fille. James Foster, l'ancien gardien qui avait été licencié pour avoir créé une bibliothèque dans la salle de pause, travaillait désormais comme agent de sécurité de nuit dans un hôpital. « C'est Marcus qui m'a donné cette idée », a-t-il dit à Eleanor au téléphone. Il disait que les livres étaient comme des ponts. Ils reliaient les gens aux idées et les uns aux autres. Quand j'ai été licencié, il m'a aidé à vider mon casier et m'a dit de ne pas les laisser me rendre amer. Il disait que le monde avait besoin de plus de ponts, pas moins. Maria Santos, licenciée pour avoir été trop disponible émotionnellement envers les employés en difficulté, avait trouvé un emploi dans une maison de retraite où sa compassion naturelle était valorisée plutôt que punie. « Marcus m'a appris que la bienveillance n'est pas une faiblesse », a-t-elle déclaré. Après mon licenciement, il m'a appelé chaque semaine pour prendre de mes nouvelles jusqu'à ce qu'il soit lui aussi licencié. Il m'apportait même des provisions lorsque j'étais entre 2 emplois. Cet homme a un cœur plus grand que toute cette ville. Au fil de leur conversation, Eleanor se fit une idée plus précise de qui était vraiment Marcus Rivera, non seulement en tant qu'employé, mais aussi en tant qu'être humain. Elle apprit qu'il avait obtenu un diplôme en administration des affaires à l'université publique locale, tout en travaillant à temps plein pour subvenir aux besoins de sa famille. Il avait accepté le poste de gardien chez Walsh Industries, non pas parce que c'était le métier de ses rêves, mais parce qu'il offrait l'assurance maladie dont son fils avait besoin pour ses traitements contre l'asthme et la flexibilité horaire qui lui permettait d'être présent aux événements scolaires de Tommy. Il était surqualifié pour ce poste,
a admis Janet Morrison de la comptabilité, qui a accepté de déjeuner avec Eleanor après avoir appris le licenciement de Marcus. Mais il ne s'est jamais comporté comme s'il était trop bon pour ce travail. Au contraire, il a apporté un niveau de professionnalisme à la gestion des installations que nous n'avions jamais connu auparavant. Janet picorait dans sa salade tout en parlant, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure qu'elle partageait ses souvenirs. Marcus est resté jusqu'à 4 heures du matin pour aider le service informatique lorsque notre serveur est tombé en panne en mars. Personne ne le lui avait demandé, il avait simplement vu des gens qui avaient besoin d'aide et était resté pour les aider. Et quand ma mère a été hospitalisée le mois dernier et que j'avais du mal à tenir le coup, Marcus était la seule personne qui prenait de mes nouvelles tous les jours. Pas par curiosité, juste pour s'assurer que j'allais bien. « Saviez-vous qu'il avait été licencié ?» demanda Eleanor. La fourchette de Janet heurta bruyamment son assiette. « Quoi? Quand ?»« Jeudi soir. Miranda l'a licencié parce qu'il était trop amical avec les employés. » Janet la regarda avec incrédulité. « C'est fou. Marcus n'était pas trop amical. Il était la seule personne dans ce bâtiment qui agissait encore comme si les gens comptaient plus que les indicateurs de productivité. » Elle fit une pause, sa voix devenant plus dure. « Mais je suppose que cela explique pourquoi le nouveau gardien est passé devant Sarah Chen sans s'arrêter alors qu'elle pleurait dans son bureau hier. L'ancien Marcus se serait arrêté pour lui demander si elle allait bien. Eleanor passa l'après-midi à mener ce qu'elle appelait en privé des « interviews gorilles », des conversations informelles avec des employés qui avaient interagi avec Marcus, recueillant des témoignages qui dressaient le portrait d'un homme devenu le soutien émotionnel officieux d'un lieu de travail de plus en plus déshumanisé. Rebecca Martinez, la stagiaire que Marcus avait aidée pour ses repas et ses projets, travaillait tard au service de recherche lorsque Eleanor la trouva. Le visage de la jeune femme se décomposa lorsqu'elle apprit le licenciement de Marcus. « Il m'a sauvé la vie », a déclaré Rebecca sans exagération. Pas de façon spectaculaire, mais vraiment. Je travaillais 16 heures par jour, je me nourrissais de plats préparés. J'arrivais à peine à payer mon loyer, même avec ma bourse de stagiaire. Marcus a commencé à m'apporter de vrais repas, des plats faits maison qui avaient le goût de ceux préparés par une grand-mère. Et lorsque j'avais du mal avec l'analyse du compte Morrison, il restait après son service pour m'aider à comprendre les projections financières. Eleanor a haussé un sourcil. Marcus m'a aidé avec l'analyse financière. Il a un diplôme en commerce, a déclaré Rebecca, surprise par la réaction d'Eleanor. Vous ne le saviez pas ? Il est probablement plus qualifié pour faire la moitié des tâches dans cet immeuble que les personnes qui les occupent actuellement. Mais il a accepté le poste de gardien parce que, s'est-elle interrompue, l'air incertain. Pourquoi ? Rebecca a jeté un regard nerveux autour d'elle. Parce que sa femme est morte d'un cancer et qu'il avait besoin d'une assurance maladie pour son fils. Le syndicat des concierges offrait les meilleures prestations médicales et le travail de nuit lui permettait d'être là quand Tommy rentrait de l'école. Eleanor sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Marcus Rivera n'était pas seulement un concierge qui avait été gentil avec ses collègues. C'était un homme instruit et compétent qui avait sacrifié ses ambitions professionnelles pour subvenir aux besoins médicaux de son fils et qui apportait le même niveau de sacrifice et de dévouement à tous les aspects de son travail. « Rebecca », dit Eleanor doucement, « Marcus vous a-t-il jamais semblé peu professionnel ? Son amitié vous mettait-elle mal à l'aise ? » « Mal à l'aise ?» Rebecca avait l'air sincèrement perplexe. « Madame Walsh, Marcus m'a appris davantage sur les pratiques commerciales réelles au cours de quelques conversations tardives que je n'ai appris en 4 ans d'université. Il m'a montré comment lire des états financiers, comment repérer les incohérences dans l'analyse des données, comment présenter des informations complexes de manière compréhensible pour les cadres. Au contraire, c'était sa personne la plus professionnelle que j'avais rencontrée dans cet immeuble. » Au fil de l'après-midi, l'enquête d'Eleanor a révélé des facettes du caractère de Marcus qui ont rendu la décision de Miranda non seulement erronée, mais aussi d'une cruauté inacceptable. David Kim lui a raconté la fois où Marcus avait utilisé son propre argent pour acheter des pièces de rechange pour un équipement essentiel lorsque la commande de l'entreprise avait été retardée. Sarah Chen a décrit comment Marcus l'avait aidé à surmonter une crise de panique à 2 heures du matin, en lui apprenant des techniques de respiration et en lui rappelant que sa valeur en tant que personne n'était pas déterminée par ses résultats trimestriels. Mais c'est la conversation d'Eleanor avec Patricia Hendris, spécialiste en santé au travail sous contrat avec l'entreprise, qui a fourni la dernière pièce du puzzle. Je recommande depuis 2 ans à Walsh Industries de mettre en place des programmes de bien-être pour ses employés. Le Dr Hendris a déclaré au téléphone « Le niveau de stress de votre personnel est nettement supérieur à la norme dans le secteur.
et j'ai constaté une augmentation marquée des congés maladie liés à l'anxiété depuis que votre fille a pris la direction de l'entreprise. Eleanor a senti sa gorge se serrer. Quelle augmentation! 40% de plus que lorsque vous dirigiez l'entreprise. La culture est devenue, comment dire cela avec délicatesse, moins favorable aux besoins émotionnels des individus. Les employés déclarent avoir l'impression qu'ils ne sont pas autorisés à avoir des problèmes personnels ou à montrer leur vulnérabilité sans être considérés comme faibles ou peu professionnels. Et Marcus Rivera, le docteur Hendris, a marqué une pause. C'est intéressant que vous le mentionniez. Plusieurs employés ont cité M. Rivera comme une influence positive sur leur santé mentale et leur satisfaction au travail. Il semblait offrir un réseau de soutien informel qui faisait défaut à la structure officielle de l'entreprise. Sa perte va être dévastatrice pour le moral au travail. Eleanor raccrocha le téléphone et s'assit dans sa voiture devant l'immeuble, regardant les employés sortir à la fin de la journée de travail. Leur visage lui semblait différent maintenant qu'elle savait ce qu'il fallait chercher. Plus fermé, plus méfiant, moins humain, et plus comme des ressources gérées efficacement. Elle pensa à l'entreprise qu'elle avait bâtie, la vision qu'elle avait eue d'un lieu de travail où les gens pouvaient s'épanouir pleinement, où le fait de se soucier les uns des autres était considéré comme une force plutôt que comme un handicap. Elle pensa à Marcus Rivera, quelque part dans la ville, essayant de trouver comment dire à son fils de 7 ans que leur vie venait de devenir infiniment plus compliquée parce que son père avait commis le péché impardonnable de traiter les gens comme des êtres humains. Mais elle pensait surtout à Miranda, brillante et ambitieuse, qui avait fait de l'efficacité un art et de la compassion un motif de licenciement. À un moment donné, la fille d'Eleanor était devenue le genre de dirigeante qui considérait la gentillesse comme une faiblesse, qui confondait l'intelligence émotionnelle avec un comportement non professionnel, qui croyait que la meilleure façon de motiver les gens était de leur faire peur de montrer le moindre signe d'humanité. Eleanor sortit son téléphone et fit défiler ses contacts jusqu'à trouver le numéro qu'elle cherchait. Marcus Rivera répondit à la deuxième sonnerie, d'une voix prudente lorsqu'elle se présenta. « Monsieur Rivera, ici Eleanor Walsh. Je pense que nous devons parler. » Il y eut un long silence. « Madame, si c'est au sujet du licenciement, j'ai déjà signé les papiers. Je ne cherche pas à causer des problèmes. Les problèmes ont déjà été causés, dit Eleanor fermement. Mais pas par vous. Pouvez-vous me rencontrer demain matin? Je pense qu'il y a certaines choses que vous devez savoir sur les raisons réelles de votre licenciement. Une autre pause. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Votre fille m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu chez Walsh Industries. Monsieur Rivera, dit Eleanor, sa voix empreinte de l'autorité de quelqu'un qui a bâti un empire à partir de rien. Walsh Industries est toujours mon entreprise, et vous allez retrouver votre emploi. La seule question est de savoir si nous allons le faire discrètement ou si je vais devoir passer par ma fille pour y parvenir. Ce soir-là, Eleanor était assise dans son bureau, entourée de dossiers personnels, d'évaluations de performance et d'emails imprimés qui brossaient un tableau accablant de la transformation culturelle de l'entreprise sous la direction de Miranda. Les preuves étaient accablantes. Sa fille n'avait pas simplement licencié Marcus Rivera parce qu'il était trop amical. Elle avait systématiquement purgé l'entreprise de toute personne dont l'empathie naturelle faisait paraître son propre style de gestion froid inadéquat en comparaison. C'était un schéma qui révélait quelque chose de plus profond et de plus troublant qu'un simple manque de jugement. Miranda n'était pas seulement impitoyablement efficace, elle était activement hostile à l'idée que les entreprises pouvaient être à la fois rentables et humaines. Elle avait transformé Walsh Industries en exactement le genre de machine corporative sans âme dont Eleanor avait passé 40 ans à prouver qu'elle était inutile. Eleanor réfléchit à la conversation qu'elle allait devoir avoir avec sa fille. La confrontation qui sauverait l'âme de Miranda ou détruirait leur relation de façon permanente. Elle pensa à Marcus Rivera, endormi dans un appartement dont le loyer était dû dans 2 semaines et dont l'avenir semblait de plus en plus incertain. Elle pensa à tous les autres employés qui avaient été licenciés pour avoir trop de compassion et à tous les employés actuels qui avaient appris à cacher leur humanité derrière un masque d'indifférence professionnelle. Mais surtout, elle pensa à Tommy Rivera, un garçon de 7 ans qui apprenait à connaître le monde grâce à un père qui avait choisi la gentillesse, même si cela lui avait tout coûté. Quel genre de monde construisait-il pour des enfants comme Tommy, où la compassion était punie et l'empathie considérée comme un défaut de caractère? Eleanor avait fondé Walsh Industries sur le principe radical que les entreprises pouvaient être une force positive dans le monde, qu'elles pouvaient être rentables tout en traitant les gens avec dignité et respect.
Elle avait prouvé que se soucier de ses employés n'était pas seulement moralement juste. C'était aussi bon pour les affaires, car cela conduisait à une productivité plus élevée, un taux de rotation du personnel plus faible et de meilleurs résultats financiers que les entreprises qui traitaient leurs employés comme des ressources jetables. Mais voir l'œuvre de sa vie systématiquement démantelée par sa propre fille lui donnait l'impression de voir quelqu'un brûler une cathédrale pour construire à la place un entrepôt plus efficace. Eleanor prit son téléphone et composa le numéro de Miranda. Cette fois, sa fille répondit. « Maman, il est tard, tout va bien ?»« Non, » répondit simplement Eleanor. « Rien ne va bien. Nous devons parler demain matin à la première heure. Nous devons discuter de certaines décisions que tu as prises. Si c'est à propos du licenciement de Rivera, c'est bien plus que ça, » l'interrompit Eleanor. C'est à propos du type d'entreprise que tu diriges et du type de dirigeante que tu es devenue. À 8 heures dans mon bureau. Maman, je ne pense pas que 8 heures. Miranda, ce n'est pas une demande. Eleanor raccrocha avant que sa fille n'ait le temps de répondre, puis se cala dans son fauteuil et ferma les yeux. Demain, elle saurait si la femme brillante et compatissante qui avait grandi en regardant sa mère bâtir une entreprise fondée sur le respect des personnes était toujours présente quelque part à l'intérieur de la PDG froide et efficace qui avait licencié Marcus Rivera pour avoir été trop humain. Quoi qu'il en soit, Marcus allait retrouver son emploi. Eleanor avait bâti Walsh Industries pour en faire un endroit où des gens comme Marcus Rivera pouvaient s'épanouir, où la gentillesse était récompensée plutôt que punie, où traiter les employés comme des êtres humains était considéré comme un avantage concurrentiel plutôt que comme un handicap. Si cela signifiait entrer en guerre avec sa propre fille pour récupérer l'âme de l'entreprise qu'elle avait bâtie, alors Eleanor était prête à mener cette guerre. Miranda Walsh arriva au bureau à 7h45, 15 minutes avant leur réunion prévue, vêtue comme à son habitude d'un tailleur impeccable et armée d'une confiance à toute épreuve. Mais en parcourant les couloirs de Walsh Industries, elle remarqua des choses qu'elle s'était entraînée à ignorer. La façon dont les employés détournaient le regard lorsqu'elle passait, l'absence de conversations informelles dans les salles de pause, l'efficacité mécanique des interactions qui ressemblaient davantage à une programmation qu'à des relations humaines. Elle trouva Eleanor dans ce qui avait autrefois été son propre bureau d'angle, entouré de dossiers et d'imprimés qui recouvraient toutes les surfaces disponibles. Sa mère semblait plus âgée que dans les souvenirs de Miranda, plus fragile, mais ses yeux avaient toujours la même détermination qui lui avait permis de bâtir un empire à partir de rien. Entre elles se trouvait un ordinateur portable affichant une image figée provenant d'une caméra de sécurité, une image en noir et blanc de Marcus Rivera dans la salle de pause des agents de sécurité, les épaules secouées par ce qui ne pouvait être que du chagrin. « Maman !» commença Miranda, en s'installant dans le fauteuil en face du bureau qu'elle occupait autrefois. « J'espère que nous pourrons rester professionnels. Le licenciement de Rivera avait été traité conformément à la politique de l'entreprise. Assieds-toi et tais-toi !» dit Eleanor avec le genre d'autorité calme qui avait autrefois déplacé des montagnes et conclu des accords impossibles. Tu vas regarder quelque chose, puis tu vas m'expliquer comment la fille que j'ai élevée est devenue quelqu'un qui pourrait détruire la vie d'un homme bon, parce que sa gentillesse la faisait se sentir inadéquate. Miranda ouvrit la bouche pour protester, mais Eleanor était déjà en train de parcourir les images, en commençant par les enregistrements de lundi soir. Pendant les 45 minutes qui suivirent, Miranda regarda Marcus Rivera travailler, vraiment travailler, avec un dévouement et une humanité qui transformaient le simple fait de nettoyer des bureaux en quelque chose qui s'apparentait à un ministère. Elle le vit apporter du café à Sarah Chen, qui croulait sous les projections trimestrielles. Elle le vit partager son déjeuner avec Rebecca Martinez, la stagiaire trop fière pour admettre qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir des repas corrects. Elle l'a observé rester après son service pour aider David Kim lors d'une panne de serveur, travaillant gratuitement parce que quelqu'un avait besoin d'aide et qu'il était capable de la fournir. « C'est exactement ce dont je parlais », a déclaré Miranda lorsque Eleanor a mis les images en pause. Il outrepasse son rôle, créant des dépendances. « Continue à regarder », ordonna Eleanor en cliquant sur la vidéo de mercredi soir. Miranda se tut en voyant Marcus rencontrer un employé qu'elle ne reconnaissait pas. Un jeune homme du service courrier qui était assis seul dans une cage d'escalier, visiblement en détresse. La conversation ne dura que quelques minutes. Mais à la fin, l'employé acquiesçait, se tenait droit, et Marcus écrivait quelque chose sur un bout de papier, peut-être un numéro de téléphone ou une adresse. « C'est Michael Torres », dit Eleanor à voix basse. Âgé de 22 ans, il avait 2 emplois pour envoyer de l'argent à sa famille au Salvador. Il souffrait de crises de panique,
parce qu'il ne pouvait pas rembourser son prêt étudiant et craignait d'être expulsé s'il était en défaut de paiement. Marcus lui avait donné le numéro d'une clinique juridique gratuite et l'avait aidé à demander une aide financière d'urgence dans le cadre d'un programme à but non lucratif qu'il avait recherché pendant son temps libre. Miranda regarda les doigts de sa mère courir sur le clavier, faisant défiler d'autres images. Celle-ci datait d'il y a 2 semaines. À l'écran, Marcus était dans le placard à fournitures, non pas nettoyait, mais était au téléphone. Sa voix était trop faible pour être entendue, mais son langage corporel suggérait qu'il réconfortait quelqu'un. Lorsqu'il raccrocha, il resta immobile pendant un long moment avant de sortir son portefeuille et de compter ses billets. « Elena Vasquez », expliqua Eleanor, « la gardienne que vous avez licenciée il y a 6 mois parce qu'elle était trop amicale. Sa fille était à l'hôpital et elle n'avait pas les moyens de payer la quote-part pour une opération d'urgence. Marcus lui a donné 300 $ qu'il avait probablement besoin pour payer ses propres factures. Il l'a conduite à l'hôpital à 3 heures du matin parce qu'elle n'avait pas de voiture. Comment pouvez-vous... Parce que j'ai parlé à Elena, James Foster, Maria Santos et tous les autres employés que vous avez licenciés pour avoir traité leurs collègues comme des êtres humains. » La voix d'Eleanor était calme, mais Miranda pouvait voir la colère bouillonner sous la surface. « J'ai parlé à Rebecca Martinez, qui reconnaît que Marcus lui a appris davantage sur les affaires en quelques conversations qu'elle n'a appris en 4 ans à l'université. J'ai parlé au docteur Hendris, qui m'a dit que le niveau de stress des employés avait augmenté de 40% depuis que vous avez pris la direction de l'entreprise. » Miranda sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Le bien-être des employés ne se mesure pas à l'attention que leur porte le personnel d'entretien. Non, l'interrompit Eleanor. Il se mesure à la productivité, à la fidélisation et à la rentabilité. Voulez-vous voir ces chiffres? Eleanor a sorti un épais dossier et a étalé des graphiques sur le bureau. Les services dans lesquels Marcus travaillait avaient un taux de rotation du personnel inférieur de 20% à la moyenne de l'entreprise. Les scores de satisfaction des employés dans ces domaines étaient systématiquement plus élevés. L'utilisation des congés maladie avait baissé de 15%. Et avant que vous ne rétorquiez que corrélation n'est pas causalité, j'ai demandé à notre cabinet de conseil de réaliser une analyse complète. Elle a remis à Miranda un rapport relié. Voici ce que les associés de McKinsey ont découvert lorsque je leur ai demandé d'étudier le lien entre le moral des employés et les résultats commerciaux. Les départements offrant un soutien émotionnel plus important, ce que vous appelez dorloter, affichaient des performances nettement supérieures pour tous les indicateurs importants pour les actionnaires. Miranda feuilleta les pages de données qui contredisaient tout ce qu'elle croyait savoir sur la gestion efficace. Les équipes ayant des relations interpersonnelles plus fortes faisaient preuve d'une plus grande innovation, d'une meilleure résolution des problèmes et d'une satisfaction client plus élevée. L'environnement professionnel froid qu'elle avait cultivé n'était pas seulement cruel, il était mauvais pour les affaires. Cela ne change rien au fait que Rivera a dépassé les limites, a déclaré Miranda, mais sa voix n'avait plus la même conviction qu'auparavant. Eleanor a cliqué sur la dernière séquence vidéo. Marcus dans le local des fournitures, après leur conversation, son monde s'écroulant autour de lui. Dites-moi quelles limites il a dépassées. Il était trop familier avec les employés. Il a créé des relations inappropriées. Il se souvenait du nom des gens, a déclaré Eleanor d'un ton neutre. Il remarquait quand ils avaient des difficultés. Il leur offrait son aide quand il le pouvait et des ressources quand il ne le pouvait pas. Il les traitait comme des êtres humains méritant d'être traités. Elle se pencha en avant, sa voix prenant un ton dangereux. La seule chose inappropriée dans le comportement de Marcus Rivera était qu'il mettait en évidence votre échec total en tant que dirigeante. Ces mots frappèrent Miranda comme un coup physique. Elle fixa l'image figée sur l'écran de l'ordinateur portable. Marcus Rivera pleurant seul dans un placard à fournitures. Un homme bon détruit par son incapacité à reconnaître la bonté quand elle la voyait. « J'essayais de maintenir des normes professionnelles », dit Miranda faiblement. « Non », répondit Eleanor. « Vous essayez de cacher le fait qu'un concierge était un meilleur leader que vous. » Marcus avait compris quelque chose. Vous avez oublié que les entreprises sont composées de personnes et que les personnes travaillent mieux lorsqu'elles se sentent valorisées, soutenues et prises en charge. Il faisait votre travail mieux que vous, et au lieu d'apprendre de lui, vous l'avez détruit. Miranda sentit les larmes monter, des larmes de colère, de honte et de reconnaissance qui se mêlaient. « Que voulez-vous que je fasse ?» Eleanor prit son téléphone. « Je veux que vous appeliez Marcus Rivera et que vous lui proposiez de reprendre son poste. Pas comme concierge, mais comme directeur des relations avec les employés.
avec un salaire à la hauteur de sa valeur réelle pour cette entreprise. Je veux que tu t'excuses personnellement pour le préjudice que tu as causé à sa vie et à la sécurité de son fils. Et je veux que tu mettes immédiatement en œuvre toutes les recommandations du rapport Mackenzie. Et si je refuse, le sourire d'Eleanor était aussi tranchant que l'hiver, alors je convoquerai une réunion d'urgence du conseil d'administration et présenterai toutes ces preuves à des personnes qui se soucient davantage du cours de l'action que de ton ego. Un conseil d'administration qui respecte toujours la femme qui a bâti cette entreprise et qui fait confiance à son jugement quant à ce qui est le mieux pour son avenir. Miranda fixait sa mère de l'autre côté du bureau, qui avait autrefois été le sien, reconnaissant la force qui avait permis à Eleanor de construire quelque chose à partir de rien pendant 40 ans. Ce n'était pas une négociation, c'était un règlement de compte. Pour ne pas manquer ce genre de confrontation, abonnez-vous et activez les notifications. Tu détruirais notre relation pour un concierge. Je sauverai notre relation en t'empêchant de détruire tout ce que j'ai passé ma vie à construire, répondit Eleanor. Marcus Rivera n'est pas seulement un concierge, Miranda. C'est une meilleure personne que nous deux. Et si nous avons de la chance, peut-être qu'une partie de son humanité déteindra sur l'entreprise qu'il s'apprête à aider à diriger. Miranda tendit la main vers son téléphone avec des doigts tremblants. Marcus Rivera pliait du linge dans la buanderie exiguë de son appartement lorsque son téléphone sonna. Il était debout depuis 5 heures du matin, incapable de dormir, calculant et recalculant leurs finances en déclin. Tommy dormait encore, ignorant tout du bouleversement qui avait secoué leur monde 3 jours plus tôt. L'identifiant de l'appelant affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais quelque chose le poussa à répondre quand même. « Monsieur Rivera, ici Miranda Walsh. » Marcus faillit y laisser tomber le téléphone. Il pensait ne plus jamais avoir de nouvelles de Walsh Industries, et certainement pas de la femme qui l'avait licencié. « Monsieur Walsh, dit-il prudemment, je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. » Il y eut un long silence avant que Miranda ne reprenne la parole, d'une voix différente, plus faible, moins assurée que celle de la femme qui avait détruit sa vie avec une efficacité clinique. « Je vous appelle pour m'excuser, dit-elle, et pour vous proposer un emploi. » Marcus s'assit lourdement sur son canapé, oubliant le linge. « Je ne comprends pas. J'ai commis une erreur, » poursuivit Miranda, et Marcus perçut dans sa voix quelque chose qui ressemblait à des larmes. « Une terrible erreur. Je vous ai licencié parce que je me sentais menacé par votre style de leadership et je me suis convaincu que votre humanité n'était pas professionnelle, alors qu'elle représentait en réalité tout ce à quoi cette entreprise devrait aspirer. » Marcus ne dit rien, trop abasourdi pour trouver les mots. « J'aimerais vous proposer un poste de directeur des relations avec les employés, » dit Miranda. « Le salaire est de 85 000 $, plus tous les avantages sociaux, et votre principale responsabilité serait de m'aider à reconstruire le type de culture que cette entreprise avait autrefois, le type de culture que vous essayez de préserver. »« Je ne sais pas, » commença Marcus, puis il s'interrompit. « Mademoiselle Walsh, pourquoi m'appelez-vous vraiment ? Parce que ma mère a passé la journée d'hier à me montrer des images de vidéosurveillance qui révèlent qui vous êtes vraiment, et à me faire prendre conscience de ce que je suis devenu, admit Miranda, parce que j'ai transformé cette entreprise en un lieu où la gentillesse est punie, et où l'efficacité prime sur l'humanité, parce que vous êtes un meilleur leader que moi. Et au lieu d'apprendre de vous, j'ai essayé de vous éliminer. » Marcus pensa à Tommy qui dormait dans la pièce voisine, rêvant de vaisseaux spatiaux et de parties de pêche. Il pensa aux autres employés auxquels il s'était attaché, Sarah, David, Rebecca et tous les autres qui continueraient à travailler dans un bâtiment où la bienveillance était considérée comme une faiblesse. « Je commencerai lundi, » dit-il finalement. « Merci. » murmura Miranda. « Merci de me donner une chance de réparer mes erreurs. La transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. » Lorsque Marcus revint chez Walsh Industries le lundi suivant, vêtu d'un costume qu'Eleanor avait insisté pour lui acheter et portant une mallette qui semblait étrangère à ses mains usées par le travail, le bâtiment lui sembla différent. Les employés, habitués à un personnel d'entretien invisible, le regardèrent 2 fois lorsqu'ils le virent sortir de l'ascenseur réservé aux cadres. La nouvelle se répandit rapidement. Le concierge, qui avait été licencié pour avoir été trop amical, était de retour en tant que directeur. Marcus a passé sa première semaine en réunion avec Eleanor et Miranda à élaborer des stratégies pour ce qu'ils appelaient la restauration culturelle. Ils ont examiné les enquêtes de satisfaction des employés, analysé les données des entretiens de départ et créé des programmes destinés à rétablir les liens humains qui avaient été systématiquement détruits. Mais le vrai travail s'est fait dans les couloirs et les salles de pause.
Dans les petits moments où Marcus a démontré que se soucier des gens n'était pas seulement une politique, mais aussi une pratique. Il a instauré des rondes au cours desquelles il passait du temps à chaque étage, non pas pour nettoyer, mais pour créer des liens, mémoriser les noms et s'enquérir des familles, des projets et des rêves. Il a créé des groupes de ressources pour les employés qui apportaient un soutien dans tous les domaines, du stress financier aux difficultés liées à la prise en charge d'un proche. Il a réintroduit les fêtes d'anniversaire et les repas partage pendant les vacances que Miranda avait supprimés, les jugeant non productifs. Plus important encore, il a montré aux autres dirigeants, y compris à Miranda, ce que signifiait diriger avec efficacité et empathie. Les changements ont été mesurables en quelques semaines. Les scores de satisfaction des employés ont commencé à grimper. Le taux de rotation volontaire a atteint son niveau le plus bas en 5 ans. La productivité a augmenté, les employés se sentant plus connectés à leur travail et mieux soutenus par leurs collègues. Miranda s'est retrouvée à apprendre à diriger d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Elle a commencé à mémoriser les noms, à s'intéresser aux difficultés personnelles, à célébrer les succès, tant professionnels que personnels. Elle a découvert que le fait de savoir qu'un employé avait un parent malade ou un adolescent en difficulté ne la rendait pas faible. Cela la rendait plus efficace pour les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. Les présentations au conseil d'administration, qui se concentraient auparavant uniquement sur les résultats trimestriels, ont commencé à inclure des indicateurs sur le bien-être des employés et la santé culturelle. Les actionnaires, initialement sceptiques face à ce qui semblait être des approches de gestion laxistes, ont été convaincus par des chiffres concrets qui montraient une amélioration constante de tous les indicateurs de performance. 6 mois après le retour de Marcus chez Walsh Industries, Eleanor se tenait dans le même bureau de sécurité où elle avait été témoin pour la première fois de l'injustice de son licenciement. Mais cette fois, les écrans montraient une réalité différente. Les employés s'attardaient dans les salles de pause, non pas pour éviter le travail, mais pour nouer des relations qui renforçaient leur collaboration. Les managers prenaient des nouvelles des membres de leur équipe en difficulté plutôt que de se contenter d'exiger de meilleures performances. L'efficacité mécanique du leadership initial de Miranda avait été remplacée par un lieu de travail plus complexe et plus humain, où les gens pouvaient s'investir pleinement dans leur travail sans crainte. Elle observait Marcus dans son nouveau bureau, en réunion avec un employé qui était clairement en détresse. À travers les parois vitrées, elle pouvait le voir écouter avec la même attention qu'il avait apportée à son travail de gardien, offrant des ressources et un soutien avec la même compétence et la même gentillesse. Le titre sur sa porte indiquait « Directeur des relations avec les employés ». Mais Eleanor savait que son véritable travail était plus simple et plus profond. Il apprenait à toute une entreprise à redevenir humaine. Au bout du couloir, Miranda était en réunion. Mais au lieu de l'efficacité froide qu'Eleanor avait apprise à redouter, elle vit sa fille se pencher en avant avec un intérêt sincère, posant des questions qui montraient qu'elle se souciait de la personne derrière les indicateurs de performance. Ce n'était pas la transformation complète qu'Eleanor aurait pu espérer, mais c'était un progrès mesurable vers le type de leader que Walsh Industries méritait. Ce soir-là, alors qu'Eleanor s'apprêtait à quitter le bureau, elle s'arrêta devant le bureau de Marcus. Il était encore là, en train d'examiner les candidatures pour un nouveau programme de bien-être des employés, entouré de lettres de remerciement de la part de travailleurs dont la vie avait été touchée par son retour dans leur entreprise. « Des regrets ?» demanda-t-elle depuis l'embrasure de la porte. Marcus leva les yeux et sourit, avec la même expression chaleureuse et sincère qu'il avait rendu si apprécié en tant que gardien et qui le rendait désormais si précieux en tant que dirigeant. À propos de quoi ? À propos d'avoir abandonné la simplicité du simple nettoyage des bureaux pour la complexité de la gestion du personnel. Marcus jeta un coup d'œil à une photo sur son bureau, Tommy dans sa pièce de théâtre scolaire, rayonnant de fierté devant le nouveau travail de son père et la stabilité qu'il avait apporté à leur vie. J'ai appris il y a longtemps que le travail le plus important est généralement le plus compliqué. Il dit que vous aidiez une seule personne à la fois ou toute une entreprise, n'oubliez pas de vous soucier des gens. Eleanor acquiesça, pensant au long chemin qui les avait tous menés à ce moment, depuis l'efficacité froide des débuts de Miranda à la tête de l'entreprise, en passant par la crise du licenciement de Marcus, jusqu'à ce nouveau chapitre où Walsh Industries devenait le genre d'entreprise qu'elle avait toujours imaginé. Ma mère disait que l'amour était la seule chose qui se multipliait quand on le partageait, a poursuivi Marcus, reprenant les mots qu'Eleanor l'avait entendu prononcer quelques mois plus tôt dans une salle de pause à 3 heures du matin. Je pense qu'il en va de même pour la gentillesse dans le monde des affaires. Plus on donne, plus tout le monde en profite.
Alors qu'Eleanor marchait vers sa voiture dans l'air du soir, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. De la fierté pour l'entreprise qu'elle avait bâtie, de l'espoir pour la fille qu'elle avait élevée, et de la gratitude pour l'homme qui leur avait montré à toutes les deux que le choix entre le profit et l'humanité était un faux choix. Walsh Industries prouvait que les entreprises pouvaient être à la fois prospères et compatissantes, que traiter les gens avec dignité n'était pas seulement moralement juste, mais aussi le fondement d'un succès durable. La transformation était loin d'être achevée, mais elle était réelle et elle prenait de l'ampleur. Et dans un monde qui récompensait trop souvent la froideur et punissait la gentillesse, cela semblait être une victoire suffisante.